Mesdames et messieurs les élus, j'ai aperçu Thierry Mandon, mais je crois qu'il devait filer au plateau de Saclay pour d'autres vœux. Bonjour à vous, monsieur le ministre. Je ne sais pas si Thierry est encore dans la salle. J'ai aperçu Romain Colas, député. Merci Romain d'être présent parmi nous. Je crois qu'Hélène Dian-Leloup, je ne sais pas si elle est montée, elle est là, Hélène, conseillère départementale du canton de Ris-Orangis. Et puis Sylvain Tanguy, maire du Plessis-Pâté, madame la première adjointe, mesdames et messieurs les élus, chers élus du conseil municipal des enfants, merci pour vos propos toujours pertinents. Mesdames et messieurs, chères Rissoises, chers Rissois, chers amis, peut-être avant de commencer, remercier l'animation qui a précédé à ce discours et à cette cérémonie, avec le Big Bang Tequila Club. Je voudrais qu'on remercie les musiciens. Merci pour cette prestation. Remercier aussi les agents municipaux, des services techniques, du service culturel et du service communication pour le décor. C'est un gymnase et pourtant on a l'impression d'être ailleurs. Merci pour la qualité de votre travail, pour la qualité de cette préparation. On peut aussi les applaudir. Nous sommes donc en 2017, une nouvelle année commence. Alors je profite de cette tribune pour vous souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous, à vous tous, mes vœux, ceux du conseil municipal rassemblé, vœux de joie, de santé et de bonheur partagé. Sans doute, ces échéances sont-elles loin de nos premières préoccupations en ces périodes de fêtes et de vœux. Cependant, cette année est une année politique majeure, avec au printemps les scrutins présidentiels et législatifs. La loi encadre strictement en campagne électorale la parole du maire. C'est un mal français, nous sommes en permanence en élection. Aussi serais-je contraint de ne rien vous dire jamais. Mais compte tenu de l'importance des sujets nationaux et de leur résurgence sur notre projet local, je souhaite malgré tout vous dire quelques mots sur ces deux consultations citoyennes. Pour la présidentielle, les candidats et leurs projets pour la France ne sont pas tous encore connus. Mais quels qu'ils soient, il leur faudra maintenant répondre à certaines craintes exprimées par les Rissois, comme par beaucoup de Français. Crainte du chômage, crainte de la perte du pouvoir d'achat, crainte du déclassement. Il y a, on peut le dire, un malaise français qui mérite d'être pris au sérieux. Il a de solides motifs qui n'ont rien de déraisonnable. Le refus de le considérer, auquel il se heurte de la part du pays officiel, de certaines élites, n'est pas le moindre des facteurs aggravants. Pourtant, un enseignement récurrent des études et enquêtes d'opinion, les Français sont les champions du pessimisme. Une grande majorité d'entre nous pense que la situation de la France s'est dégradée, qu'elle va continuer à se dégrader. Quelles raisons spécifiques les Français ont-ils d'être inquiets? Ils s'inquiètent pour leur pays plus que pour eux-mêmes. Si l'on interroge les Français sur leur bonheur personnel, ils se sentent majoritairement heureux, mais ils pensent qu'à l'échelle collective, les choses ne peuvent qu'empirer. Ils pensent que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. On peut dire que c'est un pessimisme quant à l'avenir collectif. La chose la plus frappante, celle qui probablement synthétise toutes les autres, c'est qu'ils voient la France mal placée dans la mondialisation. Et dans l'actualité récente, cette inquiétude se concentre sur le grand voisin avec lequel on les a habitués à se comparer sans cesse, l'Allemagne. Le décrochage vis-à-vis de l'Allemagne, qui affiche à ce jour le plein emploi, accentue cette perception pessimiste de nos chances dans le bain de la mondialisation. Là où les élites tiennent le discours de nos atouts par rapport à nos partenaires concurrents, la perception collective
est au contraire celle de nos vulnérabilités et de l'érosion inéluctable de nos chances. Vient à l'appui de ce sentiment de faiblesse économique un autre facteur, le sentiment d'être dépourvu d'instruments d'action contre ce mouvement négatif. D'abord et avant tout, en raison de la perception de l'Europe comme un piège où nous sommes désormais coincés et dont il est difficile de sortir. L'erreur européenne est l'erreur sur la forme à donner à une communauté politique d'État-nation, soudée par l'histoire, erreur dictée par une vision strictement financière et technocratique de la société et consistant à vouloir substituer un marché réglé par le droit à une organisation qui ne pouvait être enracinée que dans le politique et dans l'histoire. Cette erreur fatale a achevé d'instiller dans des couches de plus en plus larges une désespérance à l'égard de l'avenir collectif dont les effets menacent aujourd'hui de faire sortir pour de bon le pays de la route. Les questions majeures qui sont devant nous, la question écologique, la question migratoire, la question du dérèglement du capitalisme financier, la question de la confrontation des cultures, la question du régime démocratique en mesure de faire face à ces urgences, signent toute la fin du libéralisme et du laisser-faire triomphant depuis le début des années 80. Elles supposent de repenser et de renforcer le cadre d'une Europe politique sans lequel il n'est aucune action collective pertinente et efficace. Les candidats à la présidence de la République française qui solliciteront nos suffrages devront faire le bon diagnostic et porter haut ce projet sans lequel rien ne sera possible. Le propos n'est pas de sortir de l'Europe, il est de la repenser de fond en comble. Il va falloir refaire de la politique au sens plein du terme, à l'échelle du continent, c'est-à-dire de décider collectivement de notre sort en adaptant nos puissances publiques face aux excès de la mondialisation. Nous sommes à l'année zéro du progressisme européen. Tout est à réinventer. Aux prétendants à la magistrature suprême, on peut conseiller la lecture d'un livre récent publié en 2013 au titre évocateur « Conjurer la peur », écrit par Patrick Boucheron, historien médiéviste. Ce professeur au Collège de France décrit dans un petit ouvrage une peinture dont vous ne connaissez peut-être pas le nom, mais vous l'avez déjà vue. On l'appelle la fresque du bon gouvernement. D'où viendra le danger ? L'un lève les yeux au ciel, l'autre jette un regard de côté. Deux soldats pressés l'un contre l'autre confrontent leur solitude apeurée. Ambrogio Lorenzetti l'a peinte dans le palais communal de Sienne en Toscane en 1338, tandis que rôdait le spectre de la tyrannie. Il est une actualité de cette peur ancienne qui hante toujours notre modernité. En effet, l'auteur souhaite nous parler de cette image moins pour en faire l'histoire que pour comprendre sa puissance d'actualisation. Elle déborde le contexte de sa réalisation, l'Italie du Moyen-Âge, pour filer droit vers aujourd'hui. Parmi les nombreuses raisons qui la rendent si profondément actuelle, on peut n'en citer qu'une seule. Les murs du palais de Sienne s'embrument d'une menace qui pèse sur le régime en place. Les citoyens siennois sont fiers de leur République, mais celle-ci est en danger. Plane la figure du mal que le peintre dessine pour se faire peur ou peut-être se rassurer, comme un monstre cornu sorti des entrailles de l'enfer, ou plutôt revenu d'un passé que l'on croyait révolu. Qui ne voit aujourd'hui que la démocratie est subvertie et qu'il ne sert à rien sinon de se tranquilliser, de décrire cette menace comme un retour des idéologies meurtrières. Or, cette sourde subversion de l'esprit public qui ronge nos certitudes, comment la nommer ? Lorsque manquent les mots de la riposte, on est proprement désarmé. Le danger devient imminent. Lorenzetti peint aussi cela, la paralysie devant l'ennemi innommable, l'adversaire dont on connaît le visage sans pouvoir dire le nom. Après cette lecture, nous serons à l'évidence ici, à Rissorangis, très attentifs à la qualité des projets présidentiels présentés ces prochains jours, ces prochaines semaines, car ici, dans notre commune toujours en mouvement, très citoyenne,
L'intérêt pour la chose publique est une seconde nature. Les Rissoises et les Rissois aiment à favoriser la vie commune, malgré les chemins parfois escarpés pour y parvenir. S'agissant de la législative, nous savons que Thierry Mandon, député sortant aujourd'hui, secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche, ne briguera pas un autre mandat après 30 ans de vie politique intense au service des Rissois, des Essonniens et des Français. Cette décision mûrement réfléchie n'est pas une surprise. Elle est cohérente, conforme à la conception de la vie publique et au nécessaire renouvellement des responsables politiques, toujours défendus par lui. Merci à toi, Thierry, tu nous entends sans doute, pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Nous savons toujours pouvoir compter sur ta précieuse aide. Il restera parmi nous comme conseiller municipal et conseiller communautaire. Nous le solliciterons souvent pour nos dossiers les plus stratégiques. Sa parole continuera d'irriguer le débat public national. Elle prendra d'autres formes, empruntera d'autres chemins, mais conservera sa remarquable dignité et sa forte résonance pour le bien commun. À tous ceux qui s'interrogent sur mes intentions à te succéder comme député, je leur réponds qu'à partir de 2017, aucun parlementaire ne pourra cumuler avec la charge de maire. C'est la loi et c'est très bien ainsi. J'ai donc décidé sans aucune hésitation de rester maire à 100%, de continuer à m'occuper sans relâche de notre commune et de ses habitants. La tâche est immense et enthousiasmante. Nous avons encore tant de choses à faire ensemble. À cette place, donc, d'emblée, il me revient de vous informer de nos relations avec le nouveau président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte, après sa décision brutale d'arrêter de façon unilatérale le projet Grand Stade que notre territoire unanime portait depuis 5 ans avec cette grande fédération sportive. À ce jour, aucun rendez-vous n'a encore été fixé, alors même que nous avons, avec le président du département et le président de Grand Paris Sud, François Dourouvray et Francis Choix, sollicité une audience dès après l'entrée en fonction du nouveau patron de la FFR, début décembre. Au-delà du manque d'élégance caractérisé, c'est toute la dynamique que nous bâtissions pour le Sud francilien, la seconde couronne parisienne et la région capitale qui est méprisée. Nous sommes maintenant dans l'obligation de tirer toutes les conséquences de cette fin de non-recevoir. C'est pourquoi je vous annonce ce soir que les collectivités locales, notamment notre commune et notre agglomération, fondatrices de ce projet déclaré d'intérêt national en juin dernier, saisiront dans les prochaines semaines les tribunaux compétents pour réparation du préjudice subi. Il est inacceptable, surtout d'une personnalité ayant exercé les plus hautes fonctions d'État, ministre des Sports de Nicolas Sarkozy et François Fillon, qu'elle piétine de la sorte l'intérêt général. Le procès en responsabilité est inévitable. Notre travail des 5 dernières années n'aura toutefois pas été vain. D'abord, les 2 terrains d'assiette du projet ont été achetés par notre agglomération. Jusqu'à présent, propriété privée, l'hippodrome et le site de l'ancienne usine Ludanone, ce foncier en friche de grande valeur situé en lisière de l'autoroute A6 et de la Francilienne, à proximité d'une gare RER, est aujourd'hui sous maîtrise publique. C'est un acquis. Ensuite, grâce à l'ambition de notre projet économique et urbain, l'État et la région ont programmé le renforcement de nos transports publics avec l'achat des 400 rames nécessaires à la modernisation du RER D et le financement complet du tramway Massy-Ris-Évry qui sera mis en service en 2020-2021. Les travaux ont déjà commencé à Épinay-sur-Orge. De plus, nous poursuivons la mission de préfiguration pour faire émerger un cluster sport. Enfin, l'appel à manifestation d'intérêt que nous avons lancé avec les présidents Choix et Dourouvray en octobre est toujours actif. Cette initiative nous met en relation avec les plus grands investisseurs, avec qui nous écrirons un partenariat solide pour créer sur notre sol de la valeur et des emplois. Tous les segments de l'économie sont intéressés, divertissement, loisirs, santé, hôtellerie, bureaux, logements, commerce. Nos terrains
à l'entrée nord de notre agglomération ont de réelles qualités intrinsèques d'attractivité. Nous parviendrons à les révéler. Au printemps, je réunirai en séminaire nos experts en développement pour définir les contours de notre nouvelle stratégie. Pour notre cœur de ville, nous pourrons cette année décider du nouveau visage du centre commercial du Moulin à Vent et de ses abords. Après l'obtention des financements de l'État, de la région et du département, nous avons mandaté avec Grand Paris Sud une équipe pluridisciplinaire, urbanistes, paysagistes, architectes, bureaux d'études, qui sera en mesure, au premier trimestre, de nous présenter une première version du schéma de réaménagement du centre. Cette opération de déconstruction-reconstruction de nos commerces vieillissants sera concertée avec les habitants intéressés, notamment les commerçants, tout au long de 2017, pour un arbitrage définitif sur le projet retenu en fin d'année et un commencement des travaux dans la foulée courant 2018. Toujours sur le plateau, après l'ouverture cet automne de l'école Jacques Derrida et de la crèche Mantes et Grenadine, rue de Seine, nous livrerons un équipement dédié à la petite enfance et à l'aide à la parentalité, rue Henri Sellier, en novembre prochain. Cette maison pour les assistantes maternelles marquera un nouveau symbole de notre mobilisation pour mettre en place les meilleures conditions d'accueil des enfants pour leur épanouissement personnel et leur réussite scolaire. Sur le bas de notre commune, l'effort de rénovation est aujourd'hui visible, palpable. Il se concrétise au-delà de l'écoquartier et de la métamorphose de l'ex-KS par la réfection complète de 2 rues importantes de notre commune, la rue Bonté et la rue de Fromont, et l'installation de nouveaux commerces. En 2017, le chantier piloté par notre agglomération sur nos réseaux d'assainissement s'achèvera. Plus de 25 millions d'euros d'investissement sur nos canalisations vétustes au bénéfice de notre confort quotidien. Nous pourrons alors finir la requalification complète du parking place d'Audet et poursuivre la mise à neuf de notre complexe sportif multisport Émile Gagneux, avec notamment l'installation de 2 terrains synthétiques pour nos footballeurs, le changement du système électrique de notre boulodrome et l'amélioration et l'extension du clubhouse des tennismen. L'embellissement de notre commune est une priorité que nous privilégierons encore cette année. Nous y consacrons beaucoup de moyens, sans augmentation de l'impôt communal depuis 10 ans, à la satisfaction, je crois, de beaucoup d'entre nous. Toutefois, ces derniers mois, vous avez été nombreux à m'interpeller pour exprimer votre exaspération, souvent votre colère, suite aux nombreuses incivilités constatées et subies de jour comme de nuit. Dépôts d'ordures, épanchements d'urine, gènes mégots, déjections canines, crachats, irrégularités de stationnement, vitesse excessive, détérioration de mobilier urbain, agressivité et nuisances sonores sont autant d'actes condamnables parce qu'ils contreviennent aux règles élémentaires de courtoisie et du bien vivre ensemble. L'usage de notre espace public, espace dédié à notre vie commune, doit être respecté pour ce qu'il est, un lieu de rencontre, d'échange, de partage et de concorde. Nos rues, nos trottoirs, nos places, notre marché, nos jardins d'enfants, notre cimetière, nos parkings, nos cheminements piétons, nos berges de Seine, nos parcs et équipements publics ont des fonctions communément admises et codifiées. Ils ne peuvent être et ne doivent faire l'objet d'appropriations privatives qui créent un trouble. Or, force est de constater que d'aucuns s'exonèrent trop vite de ces règles pourtant essentielles à notre cohésion communale. En principe, pour une autorité publique, en appeler à la responsabilité individuelle devrait suffire au règlement de ces dysfonctionnements. Il n'en est rien. La tranquillité publique doit donc s'organiser. Aussi ai-je donné mission à la direction générale de notre municipalité de mettre en place un dispositif coordonné avec l'ensemble de nos services compétents, police nationale, police municipale, centre technique, direction de l'urbanisme et services juridiques, afin de lutter contre ces incivilités et enfin retrouver une jouissance paisible de nos espaces collectifs. Je sais, avec les élus qui m'accompagnent, votre profond sens du collectif, cette identité
communale rissoise peut paraître parfois ringarde et anachronique pour certains, qui écoutent trop les discours dominants à la radio et à la télévision. Chez nous, elle se manifeste d'abord par un fort attachement au service public, de proximité et de qualité. Souvenez-vous de notre mobilisation pour le maintien de la poste du bas ou encore la pétition pour sauver notre bureau de la sécurité sociale. Là aussi, nous avons été entendus. Après plusieurs mois de discussions difficiles avec le directeur général de la Caisse primaire d'assurance maladie, nous avons obtenu d'installer une nouvelle antenne place du Moulin à Vent, avec, pour tous ceux qui le souhaiteraient, la possibilité de fixer un rendez-vous auprès d'un agent spécialisé. Courant du premier trimestre, ce service sera opérationnel. Bien plus, la municipalité proposera à tous, dans les mêmes locaux, une expertise sur la couverture santé avec, à la clé, soit la mise en place effective de droits souvent méconnus, soit la souscription d'une mutuelle performante à prix réduit. Les valeurs collectives des Rissois et la conjugaison du « nous » se concrétisent aussi par un remarquable engagement associatif. S'engager, c'était utile deux fois, pour soi et pour les autres. S'engager, c'est une volonté plus qu'un devoir, c'est une décision plus qu'une obligation, c'est une fierté plus qu'une nécessité. L'engagement est ce qui fonde notre contrat social, c'est-à-dire l'idée que nous sommes dans la même société. C'est ce qui donne du sens à notre cohésion communale et nationale. Dépasser ses propres intérêts individuels ou pécuniaires, familiaux ou professionnels pour mener avec d'autres un projet commun est un état d'esprit vertueux dans ces périodes de fragmentation de notre société. Nos associations et leurs membres, vous êtes nombreux dans la salle ce soir, sont la colonne vertébrale de Rissorangis. Vous nous permettez de tenir debout et de nous élever. Votre histoire écrit notre histoire. C'est pourquoi notre municipalité tente inlassablement de se hisser à la hauteur de votre implication et dévouement. Les vœux de 2017 vous sont consacrés. Plus qu'une aide financière, logistique ou matérielle, nous avons demandé à un jeune photographe de talent, Fred Blanc, véritable capteur d'émotions, qu'il vous offre le fruit de son travail artistique et ainsi révèle avec élégance l'humanité de votre engagement. Ces photographies, à hauteur d'homme, sont maintenant diffusées sur notre nouveau site Riss en images, mais également ce soir dans les 4 caissons lumineux qui animent cette cérémonie. La peinture italienne dans le palais de Sienne que j'évoquais il y a quelques instants, elle, se déploie sur 3 façades, la 4e étant percée d'une fenêtre qui constitue la seule source de lumière de la pièce. Cette lumière frappe le mur nord où apparaissent les allégories du bon gouvernement. Après la figuration des peurs, on peut voir la cité heureuse où l'on travaille, où l'on danse, où l'on commerce librement. À cet endroit, la fresque présente avec détermination et audace un vrai programme politique qui devrait être l'objectif de toute République. Si ce gouvernement est bon, c'est qu'il produit des effets concrets, visibles, tangibles. Je vous propose que nous continuions à nous inspirer de cette peinture du XIVe siècle, stupéfiante de modernité. Alors encore une fois, belle année à toutes et à tous, pleine de joie, de bonheur et de fraternité. Vive Rissorangis, vive la République et vive la France.